Mon fils m'appelle à la même heure tous les soirs et me demande « Es-tu seul, papa ?» Si je réponds oui, il raccroche. Si je réponds non, il insiste pour savoir qui est avec moi. La nuit dernière, son appel avait quelque chose de différent. Quelques minutes après qu'il a raccroché, j'ai entendu un bruit de cliquetis à la porte arrière. Une ombre est passée devant la fenêtre de la cuisine. Les mains tremblantes, je suis allé voir et j'ai trouvé une enveloppe blanche sur la table, une que je n'avais pas mise là. Ce qu'elle contenait a révélé un secret choquant qui était enterré depuis 31 ans. Si vous regardez ceci seul en ce moment, dites-moi l'heure qu'il est et où vous êtes, car après avoir entendu cette histoire, vous pourriez ne plus vouloir être seul. Le téléphone a sonné à 22h15 précise, comme chaque soir depuis 3 mois. J'étais assis dans le fauteuil préféré d'Aurora, près de la fenêtre, celui qui donnait sur le pâturage du bétail s'étendant vers les montagnes du Montana. Le vent de novembre hurlait à travers les peupliers qu'elle avait plantés il y a 34 ans. À l'époque où ce ranch n'était qu'un rêve que nous avions bâti de nos mains calleuses et avec un espoir emprunté. « Allô, Landon ?» ai-je dit, sans prendre la peine de vérifier qui appelait. La ponctualité de mon fils était devenue aussi fiable que le lever du soleil. « Papa ?» Sa voix semblait tendue, maîtrisée. « Es-tu seul ?» La question qu'il posait chaque soir, toujours la même. J'ai jeté un coup d'œil au salon où Aurora et moi avions élevé notre garçon, où nous avions célébré les matins de Noël et surmonté les tempêtes qui ont failli nous briser dans les premières années. La maison paraissait immense dans son vide, chaque pièce résonnant de l'absence de la femme qui les avait remplis de chaleur et de rire pendant 37 ans. « Oui », ai-je dit. « Je suis seul. » La communication a été coupée. J'ai fixé le téléphone, écoutant la tonalité qui suivait. C'était nouveau. D'habitude, quand je disais oui, Landon se lançait dans son sermon hebdomadaire sur les systèmes de sécurité et les dangers de l'isolement rural pour un homme de mon âge. Il avait hérité de l'instinct protecteur de sa mère, mais pas de sa manière douce de le montrer. Ce soir, juste le silence. Une froideur s'est installée dans ma poitrine alors que je reposais le téléphone. À 67 ans, j'avais appris à faire confiance à mes instincts. En ce moment, il hurlait que quelque chose n'allait pas. La maison s'est tassée autour de moi avec ses craquements et ses gémissements familiers. Je connaissais chaque son que cet endroit produisait, c'est pourquoi j'ai immédiatement remarqué quand la poignée de la porte arrière a cliqueté. Je l'avais verrouillée après le dîner. Toujours. Me déplaçant silencieusement dans la cuisine, j'ai attrapé la lampe de poche dans le tiroir et j'ai regardé par la fenêtre. Le faisceau a éclairé des empreintes de bottes fraîches dans la boue à côté des marches arrière. Grande taille, peut-être du 45 ou 46, pas les miennes. Mon cœur battait la chamade alors que je vérifiais à nouveau la serrure. C'est là que je l'ai vu, une enveloppe blanche posée exactement au centre de la table de la cuisine. Du papier de qualité, sans marque, non cacheté. Ce n'est pas moi qui l'avais mise là. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, ancienne et légèrement décolorée. Elle montrait ce ranch des décennies plus tôt, à l'époque où les arbres étaient jeunes et où la grange d'origine était encore debout. 4 personnes posaient devant la maison, moi-même, paraissant incroyablement jeune en vêtements de travail, Aurora, avec son sourire radieux, et 2 étrangers que je ne reconnaissais pas. L'homme était grand, avec des cheveux noirs et un costume coûteux. Sa main reposait sur mon épaule d'un air possessif. La femme à côté de lui avait des yeux froids et calculateurs qui semblaient transpercer l'appareil photo. J'ai retourné la photographie. 7 mots, d'une écriture inconnue, m'ont donné des frissons dans le dos. Le partenariat. 1993. Certaines dettes n'expirent jamais. 1993. L'année où nous avions acheté ce ranch. L'année où Aurora était rentrée à la maison avec la compte en espèces, prétendant que son oncle était décédé et nous avait laissé un héritage. Mais Aurora avait été enfant unique. Ses 2 parents avaient été enfants uniques. Elle n'avait jamais eu d'oncle. Histoire de grand-père, histoire vraie, la révélation choquante de l'avocat l'aube s'est levée, grise et froide sur les montagnes du Montana, mais j'étais éveillé depuis des heures. Le sommeil m'avait abandonné vers minuit, me laissant arpenter le parquet qu'Aurora avait insisté pour vernir elle-même. La photographie reposait sur la table de la cuisine où je l'avais laissée. Ces 7 mots me hantaient comme un fantôme que je ne pouvais chasser. Le café a aidé à stabiliser mes mains, mais il n'a pas pu calmer les questions qui tourbillonnaient dans mon crâne. Qui étaient ces étrangers? Quel partenariat? Et pourquoi quelqu'un avait-il choisi la nuit dernière, après toutes ces années, pour me livrer cette partie de mon passé dont j'ignorais l'existence?
La sonnerie stridente du téléphone a percé le silence matinal à 8h30 précise. Monsieur Thornfield? La voix était inconnue, professionnelle, avec une pointe d'urgence. Je suis Jackson Reed. Je suis avocat ici à Billings. J'ai posé ma tasse de café, soudainement alerte. Je n'ai appelé aucun avocat. Non, monsieur, en effet. Mais j'essaie de vous joindre depuis un certain temps. Il y a eu une pause, le genre de pause que les avocats utilisent lorsqu'ils choisissent leurs mots avec soin. Votre fils intercepte mes appels. La cuisine a semblé basculer légèrement. De quoi parlez-vous? Landon est venu à mon bureau 3 fois au cours du dernier mois, monsieur Thornfield. Il cherche à obtenir une tutelle d'urgence sur vos affaires. Il prétend que vous souffrez de déclin cognitif, que vous n'êtes plus compétent pour gérer vos propres affaires. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis effondré sur la chaise d'Aurora à la table du petit déjeuner, la même chaise où elle s'était assise chaque matin pendant 34 ans, me lisant les prévisions météo et les prix du bétail. C'est absurde, ai-je réussi à dire. Je suis parfaitement capable de. Je le sais, a interrompu Jackson, c'est pourquoi je devais vous joindre directement, monsieur Thornfield. Je représente une succession qui détient des documents très importants vous concernant, vous et votre défunte épouse. Des documents que votre fils est très désireux de vous empêcher de recevoir. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Quel genre de documents? Le genre qui explique d'où vient vraiment votre ranch. Le genre qui fait de vous un homme très riche, et le genre que certaines personnes tueraient pour garder secret. La photographie sur la table semblait pulser d'une nouvelle signification. Comment savez-vous? À propos du partenariat? De 1993? La voix de Jackson est devenue plus basse. Parce que les autres parties impliquées sont mortes, monsieur Thornfield. Accident de voiture dans le Maine il y a 6 mois. Un timing très pratique, si vous voulez mon avis. Je me suis levé si vite que la chaise a raclé le sol. Vous devez m'expliquer ce qui se passe, bon sang. Pas au téléphone. Trop d'oreilles de nos jours. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose tout de suite. Votre fils n'agit pas seul. Quelqu'un lui a fourni des informations, le convainquant que vous perdez la tête. Quelqu'un qui profite grandement de vous garder isolé et confus. Mon esprit est revenu aux appels nocturnes de Landon, à ces questions constantes pour savoir si j'étais seul. Faisait-il un rapport à quelqu'un, vérifiant que j'étais vulnérable? Écoutez-moi attentivement, a poursuivi Jackson. Allez dans le bureau de votre femme. Cherchez tout ce qu'elle aurait pu laisser derrière elle. Des clés, des adresses, tout ce qui semble déplacé. Mais faites vite. Je me dirigeais déjà vers le petit bureau d'Aurora, près du salon, le téléphone collé à mon oreille. Elle l'avait gardé exactement comme il était lorsqu'elle travaillait comme comptable pour le magasin d'aliments pour bétail local, avant que le cancer ne rende tout le reste impossible. Monsieur Thornfield, êtes-vous là? Je suis là. J'ai ouvert les tiroirs du bureau, fouillant parmi de vieux reçus et des photos délavées. Dans le tiroir du bas, caché derrière une pile de catalogues de fournitures de ranch, mes doigts ont trouvé quelque chose de froid et métallique. Une clé en laiton, vieille et ternie. Attachée à elle, un petit morceau de papier avec une adresse à Billings que je ne reconnaissais pas, vous avez trouvé quelque chose? A-t-il murmuré. Bien. Maintenant, écoutez très attentivement. Ne faites confiance à personne, même à votre famille. Surtout à votre famille. Pouvez-vous me rencontrer cet après-midi? Par la fenêtre de la cuisine, j'ai aperçu de la poussière s'élevant de la route de comté. Un véhicule arrivait dans la longue allée, roulant vite, trop vite pour une visite décontractée. Monsieur Thornfield? Le bruit du moteur est devenu plus fort, plus familier. J'avais entendu ce grondement particulier 1 millier de fois. Le camion de Landon. Histoire de grand-père, histoire vraie, la trahison ultime de mon fils. Le grondement du moteur diesel de Landon a glacé mon sang. J'ai enfoncé la clé en laiton au fond de ma poche et j'ai refermé brusquement le tiroir du bureau d'Aurora juste au moment où des pas résonnaient sur le porche d'entrée. Papa. La voix de Landon portait cette fausse gaieté que j'avais appris à redouter. Tu es à la maison? J'ai à peine eu le temps de redresser les papiers avant qu'il n'entre, Kennedy le suivant comme un requin sentant le sang. Ses yeux ont immédiatement balayé la pièce, cataloguant tout avec l'efficacité froide d'un expert. Te voilà. Le sourire de Landon n'atteignait pas ses yeux. On s'est inquiété quand tu n'as pas répondu au téléphone.
Mon téléphone n'a pas sonné. Le mensonge est venu facilement, mais mon cœur martelait contre mes côtes. Papa, on a appelé 6 fois. La voix de Kennedy suintait une inquiétude feinte. Landon était si inquiet qu'il voulait venir hier soir, mais je lui ai dit d'attendre ce matin. Hier soir, quand Jackson m'avait prévenu de ne pas faire confiance à ma famille. Assieds-toi, papa. Nous devons parler. Landon m'a guidé vers la table de la cuisine avec le genre de prise ferme que les infirmières utilisent sur les patients difficiles. Kennedy et moi avons discuté de ta situation. Ma situation, comme si j'étais un problème à résoudre. Nous sommes préoccupés par ta mémoire, a dit Kennedy, s'installant dans le fauteuil d'Aurora comme si elle en était la propriétaire. Hier, tu as appelé Landon pour lui demander en quelle année on était. La semaine dernière, tu as oublié de payer la facture d'électricité. Et ce n'est pas, papa, s'il te plaît. L'interruption de Landon a eu l'effet d'une gifle. On a trouvé les avis de retard de paiement. 3 mois de facture, juste posés sur ton bureau. Ma bouche est devenue sèche. Il n'y avait pas d'avis de retard. Je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Et puis il y a les fugues, a poursuivi Kennedy, ses doigts manucurés joints comme un juge prononçant une sentence. Madame Henderson nous a appelés mardi dernier. Elle a dit qu'elle t'avait trouvé marchant sur Main Street à minuit, demandant à des inconnus s'ils avaient vu Aurora. La pièce a basculé. Ma vision s'est brouillée sur les bords. Ça n'est jamais arrivé. Papa, le déni fait partie de la maladie. La voix de Landon avait ce ton doux que les gens utilisent avec les animaux enragés. Le docteur Morrison a tout expliqué. La démence précoce se présente souvent comme « Je n'ai pas de démence ». Les mots ont explosé hors de moi. Kennedy a tressailli, mais son expression s'est durcie. Tu vois, des accès de violence. Un symptôme classique. Ils avaient une réponse à tout. Chaque protestation devenait une preuve de mon état. Chaque déni confirmait leur diagnostic. Nous t'avons trouvé un endroit, a dit Landon doucement. Cette manor à Billings. Très agréable. Très sûr. Ils sont spécialisés dans les cas comme le tien. Des cas comme le mien. Les mots avaient le goût du poison. Je ne vais nulle part. Papa, tu n'as pas le choix. Kennedy a sorti son téléphone. Le docteur Morrison est prêt avec les papiers d'internement. Landon a la procuration médicale. La clé en laiton me brûlait comme un charbon ardent dans la poche. La voix de Jackson résonnait dans mon crâne. Ne faites confiance à personne, même à votre famille. Quand ai-je signé une procuration? Ma voix semblait étrange, lointaine. Noël dernier, a dit Landon sans hésiter. Tu avais un de tes épisodes de confusion. Tu ne t'en souviens pas, je me souvenais parfaitement de Noël. Landon était venu pendant exactement 3 heures, avait passé la plupart du temps sur son téléphone et était parti avant le dessert. Nous n'avions rien signé. Je veux voir les papiers. Ils sont dans le camion. Kennedy s'est levé en lissant sa jupe. Pourquoi ne pas te préparer un sac pendant que Landon va les chercher? Elle se dirigeait déjà vers la chambre, ses talons claquant sur le parquet d'Aurora comme des coups de feu. Ce n'était pas une intervention familiale. C'était un enlèvement. Pendant qu'il chuchotait dans le couloir, je me suis glissé vers l'arrière de la maison. La fenêtre de la salle de bain était petite, mais le désespoir m'a rendu souple. Mes mains tremblaient alors que je tâtonnais le loquet. « Papa, où es-tu passé ?» La voix de Landon avait une nouvelle dureté. La panique. Ils avaient réalisé que leur proie s'était enfuie. La fenêtre s'est ouverte avec un grincement de vieux bois. Je me suis faufilé à travers les rosiers d'Aurora, déchirant ma chemise, et je suis tombé sur le sol froid derrière la maison. Une berline noire tournait au ralenti au bout de mon allée, le moteur en marche, l'échappement visible dans l'air de novembre. La vitre du conducteur s'est baissée alors que je trébuchais vers elle. Montez vite. Histoire de grand-père, histoire vraie, le coffre-fort cachait l'étranger avait des yeux bienveillants et des mains calleuses, agrippant le volant comme un homme qui avait combattu les batailles des autres. Alors que nous nous éloignions, laissant Landon et Kennedy crier sur mon Porsche, j'ai enfin vu clairement mon sauveur. Jackson Reed, a-t-il dit en tendant la main droite. Nous nous sommes parlé ce matin. Un soulagement m'a envahi. Comment saviez-vous que vous deviez être là? Je surveillais votre propriété depuis notre appel. Quand j'ai vu votre fils arriver avec des renforts, j'ai pensé que vous auriez besoin d'une sortie.
Sa mâchoire s'est crispée. Ils ont agi plus vite que prévu. L'adrénaline s'est estompée, me laissant tremblant. Ils avaient des papiers d'internement. Ils ont dit que j'avais signé une procuration médicale à Noël dernier. Des faux, tout ça. La voix de Jackson portait une colère contenue. Votre fils planifie ça depuis des mois. Quelqu'un l'a coaché, lui a raconté des mensonges sur votre état mental. Le cabinet d'avocats de Jackson se trouvait à la périphérie de Billings, un modeste bâtiment en briques rempli de livres de droit et de certificats. Le genre d'endroit où le travail honnête se fait. Asseyez-vous, a dit Jackson en désignant un fauteuil en cuir. Nous devons parler de Nathaniel Cross. Le nom m'a frappé comme un coup. L'homme sur la photo. Jackson a sorti un dossier épais. Cross était l'associé d'Aurora en 93. Il dirigeait ce qui semblait être une société de conseil légitime, mais la réalité était bien plus sombre. Il a fait glisser une coupure de journal sur le bureau. Un couple de Hamilton décède dans un accident de voiture dans le Maine. En dessous, deux visages familiers, la femme sévère et l'homme bien habillé de la photo. Charles et Linda Hamilton, a poursuivi Jackson, ils sont morts il y a 6 mois quand leur voiture est tombée d'un pont pendant une tempête. Un timing très pratique, considérant qu'ils posaient des questions sur leurs anciens associés. Ma bouche est devenue sèche. Vous pensez qu'ils ont été assassinés? Je pense qu'ils savaient quelque chose qui leur a coûté la vie. Quelque chose sur ce qui s'est réellement passé en 1993. Jackson s'est penché en avant. La clé que vous avez trouvée ouvre un coffre-fort à la First National. Aurora vous l'a laissé avec des instructions pour me trouver si quelque chose lui arrivait. 1 heure plus tard, nous étions dans la chambre forte de la First National. Le coffre 247 était petit et discret, mais quand Jackson a inséré sa clé maîtresse et que j'ai ajouté la clé en laiton d'Aurora, il s'est ouvert comme une porte vers le passé. À l'intérieur, des disquettes d'ordinateur, un petit journal en cuir et une lettre manuscrite scellée dans du plastique. Mes mains tremblaient en dépliant l'écriture familière d'Aurora. La lettre était courte, mais la première ligne a arrêté mon cœur. Maxwell, si tu lis ceci, j'ai fait une terrible erreur en 1993. Le reste était vague, plein d'excuses et de regrets, mentionnant des dossiers financiers et des preuves qui pourraient tous nous détruire. Elle avait caché toute la vérité ailleurs, un endroit où seul moi penserais à regarder. Jackson a inséré la disquette dans son ordinateur portable. Des fichiers sont apparus, relevés bancaires, correspondance, photos. Assez pour suggérer que quelque chose d'illégal s'était produit, mais pas assez pour le prouver au tribunal. Elle était intelligente, a murmuré Jackson en faisant défiler les fichiers. Ce sont des copies, des fragments. Les vraies preuves, les originaux qui pourraient réellement faire condamner quelqu'un, sont toujours cachés. Ou c'est ce que Cross essaie de découvrir. C'est pourquoi il a besoin que vous soyez parti, Maxwell. Vous êtes le seul qui pourrait savoir où Aurora a caché les originaux. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Les yeux de Jackson ont rencontré les miens. Ne répondez pas, mais le téléphone a continué de sonner, strident et insistant dans la chambre forte silencieuse. Contre tous mes instincts qui me hurlaient de l'ignorer, j'ai décroché. Allô, Maxwell. La voix était douce comme un vieux whisky, cultivé de la manière qui vient de la vieille fortune et des péchés encore plus anciens. Nous devons parler. Jackson s'est jeté sur le téléphone, mais j'ai levé la main. Après 31 ans de questions, j'avais besoin de réponses. Histoire de grand-père, histoire vraie, la conspiration de blanchiment d'argent, Nathaniel Cross, je présume. Très bien. Je vois que vous avez été occupé aujourd'hui, cambrioler des banques, fréquenter des avocats, déterrer le passé. Son rire était comme de la glace qui se brise. Tout comme Aurora. Elle ne pouvait jamais laisser les choses tranquilles. La chambre forte a soudain semblé plus petite. Les murs se resserraient. Que voulez-vous? Ce que j'ai toujours voulu, Maxwell. La paix. Le calme. Le genre de silence qui vient quand les vérités dérangeantes restent enterrées. Cross a fait une pause, et je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. Il était en mouvement, en chasse. Votre femme était une comptable brillante, vous savez. Trop brillante pour son propre bien. Jackson griffonnait frénétiquement des notes, son visage pâle sous la lumière fluorescente. En 1993, Aurora a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, a poursuivi Cross.
Environ 2,6 millions d'euros circulant dans ma société de conseil sur 2 ans et demi. De l'argent qui devait être nettoyé, légitimé, rendu respectable. Mes jambes ont flageolé. Aurora en avait fait partie. Ma douce et honnête Aurora avait aidé des criminels à blanchir leur argent sale. Elle est venue me voir avec des preuves, des enregistrements, des dossiers financiers. Assez pour m'envoyer en prison pour 20 ans. Mais Aurora était pragmatique. Elle ne voulait pas la justice. Elle voulait une vie meilleure pour sa famille. Le ranch, notre maison de rêve, avait été acheté avec de l'argent sale. Alors, nous avons conclu un accord, a dit Cross, sa voix prenant le ton d'un homme racontant un souvenir agréable. Son silence contre votre sécurité. Un ranch de bétail dans le Montana, assez d'argent pour le gérer, et la promesse que son passé resterait enterré. Mais il n'est pas resté enterré, ai-je réussi à dire. Non, en effet. Charles et Linda Hamilton sont devenus gourmands il y a 6 mois. Ils ont commencé à poser des questions sur leurs anciens associés, menaçant d'aller voir les autorités. Il fallait les arrêter. Le stylo de Jackson s'est cassé dans sa main. Cross venait d'avouer un meurtre sur une ligne téléphonique ouverte. Et Aurora. Ma voix s'est brisée. Le cancer est une chose terrible, Maxwell. Si imprévisible. Parfois, il progresse beaucoup plus vite que les médecins ne s'y attendent, surtout avec le bon encouragement. La chambre forte a basculé. Aurora n'était pas morte du cancer. Elle avait été assassinée, lentement, délibérément, pendant des mois de faux espoirs et de traitements futiles. Espèce de salaud. Les mots sont sortis comme un murmure. Allons, allons, les affaires sont les affaires. Aurora devenait sentimentale dans ces dernières années, parlant de confession et de nettoyer sa conscience. Je ne pouvais pas permettre ça. La voix de Cross s'est durcie. Ce qui nous amène à vous, Maxwell. Le dernier fil à couper. Jackson bougeait déjà, emballant les disquettes et les documents. Nous devions fuir. Votre fils a été très utile, a poursuivi Cross, si désireux de croire que son père perdait la tête. Si disposé à signer les papiers d'internement. Une fois que vous serez enfermé en toute sécurité à Sunset Manor, j'aurai tout le temps nécessaire pour fouiller votre propriété. Fouiller pourquoi? Les originaux, Maxwell. Aurora était trop intelligente pour tout garder dans un coffre-fort. Elle a enterré les vraies preuves quelque part sur ce ranch, un endroit où seul vous penseriez à regarder. Les disquettes que vous avez trouvées aujourd'hui ne sont que des copies, inutilisables au tribunal sans la preuve physique. Mon esprit s'est emballé. L'endroit secret d'Aurora. Elle l'avait mentionné dans sa lettre, mais où? Les originaux sont toujours enterrés là-bas, n'est-ce pas? La voix de Cross portait la certitude d'un prédateur. Caché dans un endroit spécial, un endroit significatif pour vous deux. Avant que je puisse répondre, le téléphone de Jackson a vibré. Il a répondu rapidement, son visage devenant livide. Maxwell, a-t-il chuchoté en couvrant le téléphone. C'était votre voisine, Madame Patterson. Elle dit qu'il y a de la fumée qui vient de votre ranch. Les pompiers sont en route. Le rire de Cross a résonné dans mon téléphone. Tic-tac, Maxwell. Le temps presse. Histoire de grand-père, histoire vraie, déterrer les preuves enfouies. Le trajet de retour au ranch ressemblait à une course vers notre propre exécution. Les jointures de Jackson étaient blanches sur le volant alors que nous filions dans l'obscurité du Montana, mon cœur martelant contre mes côtes à chaque kilomètre. Quand nous avons atteint le sommet de la colline, la vue a failli arrêter mon cœur. Ma maison était en train de mourir. Des flammes oranges dévoraient la cuisine où Aurora avait préparé le petit déjeuner pendant 34 ans. De la fumée s'échappait du bureau où elle gardait nos dossiers financiers. Nos déclarations d'impôts, chaque bout de papier qui prouvait que nous avions existé en tant que famille. Là, ai-je murmuré, en regardant Kennedy se déplacer dans les pièces en feu comme une sorte d'ange pyromane. Elle m'effaçait, morceau par morceau. Garez-vous derrière le hangar à matériel, ai-je dit, ma voix rauque de fumée et de rage. Nous nous sommes approchés par le pâturage arrière. Jackson a coupé le moteur, ses mains tremblantes. J'ai appelé le shérif Blackwood et le FBI. Ils seront là dans 20 minutes. 20 minutes. Aurora aurait pu être incinérée 2 fois en 20 minutes. Nous nous sommes faufilés à travers les hautes herbes comme des commandos, l'odeur âcre des souvenirs brûlés remplissant nos poumons.
Ma poitrine semblait sur le point d'exploser sous l'effet combiné de la fureur et de la terreur qui parcourait mes veines. Le vieux chêne se dressait devant nous, ses branches anciennes s'étendant vers le ciel enfumé. Aurora avait l'habitude de lire sous cet arbre les soirs d'été, son dos contre l'écorce, son rire portant à travers le pâturage quand je lui racontais des histoires sur le bétail. Notre endroit secret, ai-je murmuré, tombant à genoux au pied du tronc. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la pelle pliante que Jackson m'a tendue. La terre a cédé plus facilement que prévu, ramollie par les pluies récentes et 31 ans d'attente. À environ 1 mètre de profondeur, le métal a résonné contre le métal. Une boîte. L'écriture d'Aurora sur le couvercle, fanée mais lisible, pour Maxwell. Toute la vérité. Mes doigts ont tâtonné les loquets. Des larmes que je ne savais pas que je pleurais rendaient tout flou. À l'intérieur, des documents originaux qui pourraient renverser des gouvernements. Des cassettes qui pourraient détruire des vies. Des photographies qui pourraient envoyer des hommes en prison pour le reste de leur vie. Mon Dieu, a soufflé Jackson, sa voix à peine un murmure. Elle a tout documenté. Chaque transaction, chaque réunion, chaque. Le grondement des moteurs a déchiré la nuit comme des tronçonneuses à travers la soie. Des phares ont balayé le pâturage. 2 véhicules, roulant vite, trop vite, comme des prédateurs se rapprochant de leur proie. Mon sang s'est glacé. Fuyez, ai-je dit, mais Jackson était déjà en train de remettre les preuves dans la boîte avec des mains qui tremblaient comme des feuilles d'automne. Le premier véhicule a dérapé jusqu'à s'arrêter, ses feux de route transformant la nuit en un jour dur et impitoyable. Cross est sorti du côté passager, comme la mort dans un costume coûteux. Son visage était un masque de satisfaction froide. Au volant, mon fils. Mon garçon. L'enfant qu'Aurora avait soigné pendant les fièvres et les cauchemars, livrant maintenant son père à l'abattoir. Éloignez-vous de cette boîte, Maxwell. La voix de Cross a tranché l'air de la nuit comme une lame. Vous avez causé bien assez de problèmes pour plusieurs vies. Je me tenais sur des jambes qui semblaient être en eau, serrant le dernier cadeau d'Aurora contre ma poitrine. 31 ans de mensonges réduits à une boîte en métal qui pesait moins qu'un veau nouveau-né. C'est fini, Cross. Ma voix s'est brisée comme celle d'un adolescent. Le FBI arrive. Jackson a enregistré votre confession. Cross a souri, et je jure devant Dieu que la température a chuté de 10 degrés. Le FBI n'arrivera pas à temps pour vous aider, j'en ai bien peur. L'arme est apparue dans sa main comme par magie. Du chrome et de la mort noire, pointé directement sur mon cœur. Landon est sorti en titubant du camion, son visage blanc comme un fantôme sous la lumière impitoyable. Monsieur Cross, vous aviez dit qu'on allait juste lui parler. Vous aviez dit. Les plans changent, mon garçon. Le doigt de Cross a trouvé la gâchette. Votre père est bien plus ingénieux que nous ne l'avions prévu. Histoire de grand-père, histoire vraie, le choix entre la vie et la mort, le canon du pistolet ressemblait à un trou noir sous l'éblouissement des phares, prêt à engloutir ce qui restait de ma vie. Cross le tenait fermement, son doigt caressant la gâchette avec la patience d'un homme qui avait déjà tué. Vous voulez savoir pourquoi Aurora devait mourir, Maxwell? La voix de Cross a traversé l'air enfumé comme une sentence de mort. Elle est devenue sentimentale dans ces dernières années. A commencé à parler de confession, de nettoyer sa conscience avant de rencontrer son créateur. Ma poitrine s'est resserrée. Même en mourant, Aurora avait essayé de faire ce qui était juste. Je ne pouvais pas permettre ça, a poursuivi Cross, ses yeux ne quittant jamais les miens. Alors j'ai aidé son cancer. C'est incroyable ce qu'un peu d'arsenic peut faire lorsqu'il est administré lentement, régulièrement. Les médecins n'ont jamais rien suspecté. Le visage de Landon est devenu livide. Vous l'avez tué. Les affaires sont les affaires, mon garçon. Cross ne lui a même pas jeté un regard. La femme de votre père était un passif, tout comme votre père l'est maintenant. Mais vous aviez dit, la voix de Landon s'est brisée comme celle d'un enfant, vous aviez dit qu'il perdait la tête. Vous aviez dit que les médecins l'avaient confirmé. J'ai dit ce que vous aviez besoin d'entendre. Le sourire de Cross était plus froid qu'un hiver du Montana. Vous étiez si désireux de croire que votre père était incompétent. Si disposé à signer ses papiers d'internement. Ça a rendu mon travail beaucoup plus facile. La vérité a frappé Landon comme un coup physique. Ses genoux ont fléchi et il s'est agrippé au capot du camion pour se soutenir. Oh mon Dieu! Oh Jésus! Qu'est-ce que j'ai fait?
Vous avez aidé à nettoyer un gâchis vieux de 31 ans, a dit Cross d'un ton neutre. Rien de plus, rien de moins. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu le garçon à qui j'avais appris à monter à cheval, à attraper le bétail au lasso, à être un homme d'honneur. Ce garçon était toujours là, noyé dans la honte et la manipulation. Landon, ai-je dit doucement, ma voix perçant l'air nocturne. Regarde-moi, fiston. Ses yeux ont rencontré les miens, remplis de larmes et de terreur. Choisis qui tu veux être, ai-je dit. Ici et maintenant. Tu peux être l'homme que ta mère a élevé, ou tu peux être sa marionnette pour toujours. Le rire de Cross était comme du verre brisé. Touchant, mais je crains que les réunions de famille ne soient. Le hurlement lointain des sirènes a coupé ces mots comme un couteau dans la soie. Plusieurs véhicules, arrivant rapidement de la direction de la ville. Ils sont en avance, a marmonné Cross, son sang-froid se fissurant pour la première fois. Landon s'est redressé, quelque chose changeant dans son visage. La confusion se dissipait, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus fort, quelque chose qui ressemblait à sa mère. Vous m'avez menti, a dit Landon, sa voix gagnant en force, surtout. Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Cross a de nouveau pointé l'arme vers moi, son doigt se resserrant sur la gâchette. Il est temps d'en finir. C'est à ce moment-là que Landon a bougé. Un instant, il se tenait près du camion, l'instant d'après, il se plaçait directement dans la ligne de tir. Mon cœur s'est arrêté alors que je regardais mon fils se placer entre l'arme de Cross et ma poitrine. Ses bras étaient écartés, comme s'il essayait de protéger le monde entier. Non. Le mot est sorti de ma gorge comme un cri. Les yeux de Cross se sont écarquillés de choc. Écarte-toi de là, imbécile. Je ne vous laisserai pas lui faire de mal. La voix de Landon était stable comme le granit, mais je pouvais voir ses mains trembler. Plus maintenant. L'arme était maintenant pointée directement sur le cœur de mon fils. 2 mètres de distance, aucune couverture, aucune protection sauf son propre courage. Bouge ou je te tire dessus aussi, a grogné Cross. Alors tirez-moi dessus. Landon a fait un autre pas vers l'arme, vers la mort. Mais il faudra me passer sur le corps pour l'atteindre. Le temps semblait figé à ce moment-là. Mon fils, mon garçon, que je pensais m'avoir trahi, se tenait entre une arme chargée et son père, prêt à mourir pour l'homme qu'il avait tenté de faire interner quelques heures plus tôt. Landon, s'il te plaît, ai-je murmuré. Ne fais pas ça. Il a tourné légèrement la tête, juste assez pour croiser mon regard. Je t'aime, papa. Je suis désolé pour tout. Les sirènes se rapprochaient. Peut-être à 2 minutes. Le visage de Cross s'est tordu de rage et de désespoir. Espèce de stupide sentimental. Posez cette arme, a dit Landon, sans jamais quitter Cross des yeux. C'est fini. La voix du shérif Blackwood a retenti à travers le pâturage via un mégaphone. Jetez vos armes. Vous êtes cernés. Des lumières rouges et bleues ont peint la nuit alors que les voitures de police atteignaient le sommet de la colline, suivies d'un SUV noir du FBI. Cross a regardé les véhicules qui approchaient, la silhouette inébranlable de Landon, puis moi, calculant des probabilités qui venaient de devenir impossibles. Ce n'est pas fini, a-t-il grogné, mais sa main tenant l'arme tremblait maintenant. Si, ai-je dit, ma voix se brisant de fierté et de terreur en regardant mon fils tenir bon. C'est fini. Histoire de grand-père, histoire vraie, quand la justice arrive enfin la lumière du soleil printanier filtrait à travers les nouvelles fenêtres de ma maison reconstruite, réchauffant des planchers qui ne portaient plus l'odeur de la fumée et de la trahison. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sous le vieux chêne. 3 mois depuis que mon monde avait brûlé et était né de nouveau. Je me tenais dans ce qui était autrefois le bureau d'Aurora, maintenant transformé en un salon lumineux, où ses photos souriaient depuis le manteau de la cheminée. Les batailles juridiques étaient enfin terminées. Cross avait écopé de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 3 chefs d'accusation de meurtre et de complot. Les preuves qu'Aurora avait enterrées avaient été plus que suffisantes pour le condamner et démanteler toute son organisation. Kennedy avait pris 7 ans pour complot d'incendie criminel et complicité de tentative de meurtre. Son avocat avait tenté de faire valoir qu'elle ne faisait que suivre les ordres de son mari, mais l'accusation a brossé un tableau différent, une femme qui avait aidé avec enthousiasme à planifier ma destruction pour une part de l'argent de l'assurance et de la propriété du ranch. Landon avait eu plus de chance, si l'on peut dire. Sa coopération avec le FBI et sa décision de dernière minute de me protéger lui avaient valu l'immunité de poursuite.
Le procureur de district a décidé que le fait d'avoir été manipulé par Cross était une punition suffisante, surtout considérant qu'il avait failli mourir en essayant de sauver son père. Le dédommagement de la succession Hamilton avait été substantiel. Environ 4,8 millions d'euros, de l'argent sale qu'Aurora avait aidé à blanchir 31 ans plus tôt. J'en avais gardé assez pour reconstruire le ranch et assurer mon avenir, mais le reste allait à quelque chose qu'Aurora aurait approuvé. Le bruit des marteaux m'a attiré à la fenêtre de la cuisine. Landon travaillait sur la nouvelle grange, sa chemise trempée de sueur malgré l'air frais du printemps. Il était retourné vivre au ranch après le divorce, dormant dans l'ancienne cabane du contremaître, pendant que nous essayions de comprendre comment être à nouveau père et fils. Papa. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur une serviette. L'entrepreneur veut savoir pour les plans du centre communautaire. Le centre communautaire, notre dernier projet financé par l'héritage d'Aurora, un lieu où les anciens combattants locaux pourraient obtenir des conseils, une formation professionnelle et du soutien. Le genre de centre de guérison dont notre communauté rurale avait besoin depuis des décennies. Dis-lui de continuer, ai-je dit. La fondation veut qu'il soit opérationnel d'ici l'automne. Landon a hoché la tête mais est resté dans l'embrasure de la porte. Ses conversations étaient encore maladroites, encore prudentes. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas du jour au lendemain. Papa, Il luttait avec les mots. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai essayé de te faire. Les papiers d'internement, les mensonges que j'ai crus. J'ai failli te faire tuer. J'ai posé ma tasse de café et je l'ai vraiment regardé. Il avait perdu du poids au cours des 3 derniers mois, vieilli d'une manière qui n'avait rien à voir avec le temps. La culpabilité était un lourd fardeau à porter. Tu as fait un choix cette nuit-là, ai-je dit doucement. Au moment le plus important, quand ta vie était en jeu, tu as choisi de me protéger. C'est ce dont je me souviens. Mais avant ça, tu as été manipulé par un maître manipulateur. Cross avait 30 ans d'expérience dans la destruction de familles, fiston. Tu n'étais pas sa première victime. Les yeux de Landon se sont remplis de larmes qu'il retenait depuis des mois. Maman aurait honte de moi. Ta mère serait fière de l'homme qui s'est interposé entre une arme et son père. De l'homme qui a passé 3 mois à reconstruire ce qu'il a aidé à démolir. Je me suis levé et j'ai posé ma main sur son épaule. La confiance prend du temps, fiston, mais nous avons du temps. Son téléphone a vibré. Un SMS de l'entrepreneur. Alors qu'il le lisait, je me suis souvenu de ces appels nocturnes qui avaient déclenché tout ce cauchemar. Mais maintenant, quand Landon appelait, ce n'était pas pour vérifier si j'étais seul ou vulnérable. Maintenant, il appelait pour prendre de mes nouvelles, pour partager ses propres luttes, pour reconstruire lentement la relation que Cross avait tenté de détruire. Le groupe d'anciens combattants veut visiter les installations la semaine prochaine, a-t-il dit en levant les yeux de son téléphone. Tu penses qu'on sera prêt? On sera prêt. J'ai souri, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir pour l'avenir. Nous avons tout le temps du monde. Alors que Landon retournait au travail, j'ai pensé au chemin qui nous avait menés ici. De ce premier appel téléphonique étrange à 22h15 une nuit de novembre à ce moment de guérison tranquille, les secrets d'Aurora avaient failli nous détruire. Mais à la fin, ils nous avaient aussi sauvés. Le téléphone a sonné. Pas la ligne fixe qui avait porté tant de douleur, mais mon nouveau téléphone portable. Le nom de Landon est apparu à l'écran. Je prends juste des nouvelles, papa, a dit sa voix quand j'ai répondu. Pour m'assurer que tu vas bien. Je ne suis pas seul, ai-je dit, regardant le ranch où une nouvelle vie poussait sur les cendres de vieux mensonges. Plus maintenant. Histoire de grand-père, histoire vraie, ce que j'ai appris sur le pardon, les leçons les plus difficiles viennent parfois des personnes que nous aimons le plus. Assis ici, dans ma maison reconstruite, regardant le printemps insuffler une nouvelle vie à notre ranch du Montana, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix que nous faisons quand tout s'effondre. Dieu a une façon de nous tester à travers les personnes les plus proches de notre cœur. Quand Landon a pointé cette arme sur moi, j'ai cru avoir perdu mon fils pour toujours. Mais Dieu agit de manière mystérieuse, et parfois il utilise nos moments les plus sombres pour révéler qui nous sommes vraiment. Le même fils qui a failli me détruire est devenu l'homme qui m'a sauvé la vie. Ces histoires de grand-père ne sont pas seulement des contes pour passer le temps. Elles nous rappellent que la rédemption est toujours possible. Cette histoire vraie m'a appris que le pardon n'est pas une faiblesse.
C'est la chose la plus forte qu'un père puisse offrir à son enfant. Les secrets d'Aurora auraient pu nous enterrer tous les deux, mais au lieu de cela, ils sont devenus le fondement de quelque chose de meilleur. La confiance prend du temps à se reconstruire, mais l'amour, le véritable amour, endure tout. Quand Dieu permet que les familles soient déchirées, il fournit aussi la grâce de guérir ce qui semble irrémédiablement brisé. Landon m'appelle tous les soirs maintenant, non pas pour vérifier si je suis seul, mais pour me rappeler que je ne le serai plus jamais. Cette histoire vraie prouve que même les pires trahisons peuvent mener aux plus grandes bénédictions. Et ces histoires de grand-père que nous nous racontons deviennent l'héritage que nous laissons derrière nous. Pas des familles parfaites, mais des familles pardonnées. La vie est trop courte pour garder rancune contre les personnes qui comptent le plus. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions faire à nos enfants est la chance de devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. Que feriez-vous si votre famille vous trahissait? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le pardon est toujours possible.